Masechet Souka, Daf Zayin, on va commencer par Vav Amud Bet, les deux dernières lignes de la page. Ve'oto tefah echan ma'amido, amarav ma'amido keneged hayotse. Nous avions appris précédemment que la souka n'a pas besoin d'avoir 3 murs entiers. Il est suffisant qu'il y ait 2 murs entiers qui forment un angle droit, et ensuite il est suffisant d'avoir un tefah. La question est de savoir, ce tasseau qui fait un tefah, la largeur du poing, où est-ce qu'il doit être situé? À quel niveau exactement de la souka? Alors Rav nous dit keneged hayotse, en face de la sortie, c'est-à-dire au bout de l'extrémité d'une paroi. Par exemple, ici on voit de haut les 2 parois, donc on a 2 parois, on peut mettre ici ou on peut mettre ici. Vous voyez, en vert ou en rouge, c'est l'un ou l'autre. Ici, vous avez un dessin qui est très clair. On voit la souka qui est en angle droit, les 2 parois, et ce que vous voyez ici en jaune, ça c'est le tefah, un tasseau qui a une largeur d'un tefah, largeur du poing. Donc ça peut se mettre soit ici, soit ici. Amarle Rav Kahana ve Rav Assi les Rav. Rav Kahana et Rav Assi étaient les élèves de Rav. Ils ont posé la question à leur maître. V'ya'amidenu keneged rosh tor. Pourquoi est-ce que tu dis qu'il faut mettre le tefah en question soit là, soit là? C'est dommage. On pourrait mieux faire. On pourrait faire keneged rosh tor. Qu'est-ce que ça veut dire rosh tor? Alors, c'est cette forme-là. Là, c'est la souka. La proposition, c'est de mettre le tefah non pas en angle droit comme ici, voyez-vous. La proposition, c'est de mettre en oblique. Et pourquoi ça s'appelle rosh tor? On va expliquer qu'est-ce que c'est que tor. Tor, en araméen, c'est shura en hébreu. Shura, ça veut dire une rangée. En fait, ça fait allusion au sillon que l'on laboure dans un champ. Lorsqu'on laboure le champ, on va tracer des sillons, on va labourer en faisant des sillons qui vont en oblique. Et ensuite, on a le sillon le plus petit qui se trouve à côté de l'angle droit du champ. Celui-là s'appelle rosh tor, le début de la shura. Alors, le Maharshal Rabbi Shlomo Luria a fait un dessin que vous avez ici dans la Gemara, un petit croquis à côté de Rashi, voyez-vous? Eh bien, ça nous donne ça, n'est-ce pas? Vous voyez le dessin que vous avez dans toutes les Gemarot. Mais en réalité, il y a le Meiri et d'autres Rishonim qui expliquent que la kavana de rosh tor, de faire en diagonale, ce n'est pas comme ça, mais plutôt comme ça. C'est-à-dire que là, le tefah pourrait se situer en face de l'angle droit. Et qu'est-ce qu'on gagne? On gagne que, voyez-vous ici, vous avez est, ouest, sud, nord. Vous avez ici une paroi à l'est, une paroi entière au nord. Qu'est-ce qui manque? Il manque une au sud et à l'ouest. Si on met le tefah, la planche qui fait un tefah de largeur, si on la met ici, qu'est-ce qu'on va gagner? On la met en oblique là, eh bien, on a quelque part couvert une partie du sud et on a couvert une partie du nord. Et ça donne l'impression qu'on a fermé les 4 côtés, l'est, l'ouest, le nord et le sud. C'est ça la question de Rav Kahana et de Rav Assi. Pourquoi est-ce que
ce tefah, on ne va pas l'exploiter de manière optimale. Au lieu de le mettre ici ou ici, on ne va fermer qu'un seul côté, soit le sud, soit l'ouest. Il serait plus intelligent de le mettre ici en oblique, de manière à fermer deux côtés, le sud et l'ouest. Mais même d'après le Maharshal, c'est la même logique. La question qu'il pose, que Neged Rosh Tor, fais-le en oblique, et quand on fait en oblique, eh bien, en effet, on a couvert cette partie, et aussi on a un peu couvert cette partie. C'est la question qu'ont posée les élèves, et Rav n'a pas répondu. Shatik Rav. Rav s'est tu. Pourquoi est-ce qu'il s'est tu? En général, quelqu'un qui se tait quand on lui pose une question, une objection, ça peut être pour l'une des deux raisons. Soit parce que il n'a rien à dire, et s'il n'a rien à dire, c'est qu'il a accepté la question, il s'est tu. Donc qui ne dit mot consent, c'est qu'il accepte, il admet ce que dit l'autre. Mais parfois, on ne répond pas à une question par négligence de la question, parce que justement, on la trouve tellement ridicule qu'on n'essaye même pas d'y répondre. On se tait, non pas parce qu'on accepte et on consent ce que dit l'autre, mais au contraire, presque à la limite, on trouve ridicule ce qu'il dit et donc on ne réagit même pas. Et ici, les Mefarshim expliquent que Shatik Rav, pourquoi Rav n'a pas répondu à ses élèves? Parce que, en effet, il n'a pas accordé de considération à cette interrogation. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi tu proposes de mettre ici en oblique ou comme ça en oblique? Pourquoi faire quand tu peux faire comme ça? On t'a dit, Shelishi tafilu tefah. On t'a pas demandé de faire des exploits. Tu peux te suffire de mettre ou là, ça suffit. C'est pour ça qu'il n'a pas répondu. Et d'ailleurs, les Mefarshim disent qu'en effet, la preuve que Rav n'a pas changé de position, c'est que nous voyons que tous les Amoraïm disent comme lui. Itmar Nami, Amar Shemuel, Mishmeh de Levi, Ma'amido Keneged Hayotse. Pareil, même Shmuel a dit au nom de Lévi que Ma'amido Keneged Hayotse, le tefah, on va le mettre au niveau des extrémités. Également, Vechen Morin Bemidrasha, Ma'amido Keneged Hayotse. Et c'est ainsi que dans le Bet HaMidrash, on a enseigné la halacha, c'est que le tefah, on le met au niveau de l'extrémité, soit de cette paroi, soit de cette paroi. Maintenant, on va voir une autre shita. Rabbi Simon ve'etema Rabbi Yoshua ben Levi Amar, Oselo tefah sohek, uma'amido bepachot mishlosha tefahim, samuch ladofen, vechol pachot mishlosha, samuch ladofen, kelavud dami. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, on va voir de quoi ça a l'air. Regardez cette image là. Ici, vous voyez deux parois qui sont là en angle droit. Mais on a un tasseau qui se situe au milieu, qui ne touche pas l'extrémité de la paroi. Il se situe à moins de 3 tfahim. Et on va établir la notion de lavoud. Lavoud, c'est-à-dire que on considère que comme si c'était fermé, comme si c'était collé. Alors combien mesure ce tasseau? Il mesure un peu plus qu'un tefah. Tefah ou machéou. Ça s'appelle un tefah sohek. Que veut dire un tefah sohek? Il y a deux sortes de tefah. Un tefah, c'est l'équivalent de 4 doigts. Seulement les doigts, parfois ils sont serrés, parfois ils sont relâchés. Quand ils sont serrés, ça s'appelle un tefah triste, tefah otsev. Quand ils sont relâchés, ça s'appelle tefah sohek, un tefah souriant. Comme les lèvres, lorsqu'on est sérieux, les lèvres sont contractées.
Quand on est souriant, les lèvres s'élargissent. La même chose, le tefah, il peut être large et il peut être serré. C'est ce qu'il a dit Rabbi Simon. Tu prends un tasseau qui a une largeur d'un tefah souriant. Ça veut dire un peu plus qu'un tefah. Et tu vas l'installer à un peu moins de 3 tfahim. Comme ça, qu'est-ce qu'on va obtenir comme résultat? On va obtenir le résultat suivant. Imaginons par exemple, voilà, vous avez 2 parois vues de haut. Vous avez une paroi. Là, vous avez un tefah qui est souriant. Là, entre le tefah et l'extrémité, vous avez ici moins de 3 tfahim. Moins de 3 tfahim. Ça, on va dire comme ça. 2 tefah,9. Si on a 2 fois la largeur du point et un peu moins que 3 tfahim, ça va faire 2,9 tefah. Et un tefah élargi, c'est 1 tefah,1. 1 tefah,1 et 2 tefah,9, ça nous donne exactement 4 tfahim. Exactement 4 tfahim. Qu'est-ce qu'on a gagné? On a gagné qu'on a couvert la majorité du 3e côté. Car nous savons qu'une paroi doit mesurer au moins 7 tfahim. C'est la taille de la souka. Une souka, elle doit mesurer au moins 7 tfahim par 7 tfahim. Donc 7 tfahim par 7 tfahim, c'est le minimum d'une souka. Donc la 3e paroi, normalement, elle aurait dû être de 7 tfahim. Qu'est-ce qu'on va faire? On va couvrir le rov. Quelle est la majorité de 7? C'est 4. Donc lorsque j'ai établi le tefah sohek ici, c'est comme si j'avais fermé 4 tfahim. 4 tfahim par rapport à 7, c'est la majorité. Voilà pourquoi Rabbi Simon nous dit, je relis, Rabbi Simon, Vetema Rabbi Yoshua ben Levi Amar, Oselo tefah sohek, Uma'amido, Bepachot mishloshat fahim, Samuch la dofen. Il va prendre un tasseau qui fait la largeur d'un point, mais un peu plus large, souriant. Uma'amido, Bepachot mishloshat fahim. Et il va l'installer, le positionner à moins de 3 tfahim d'écart par rapport au dofen. Bechol pachot mishlosha samour la dofen qu'est la voûte d'ami. Et quand on a moins de 3 tfahim d'écart, alors on applique la halakha le Moshe Misinaï qui dit la voûte. La voûte, ça veut dire comme si c'était fermé, comme si c'était collé. Donc c'est comme si on avait, en effet, virtuellement, c'est comme si on avait une paroi de 4 fahim qui était là. 4 fahim, c'est comme la majorité de 7. Ça veut dire que d'après lui, c'est ça ce qu'on nous a enseigné comme halakha le Moshe Misinaï, c'est que le tefah doit être situé à quel niveau? Un niveau de la voûte pour arriver à ce résultat de 4 fahim. Tosfot, dans le Daf Zayin Amoudbet, disent Ma'amido bepachot mi gimel la dofen, samouk la dofen aïnou miderabanan. Ça veut dire que cette halakha de Rabbi Simon n'est pas une halakha minatora, c'est miderabanan. Ça veut dire que minatora, il serait d'accord avec Rav pour dire que même ça, c'est bon. Tefah, tu le mets Kenegadayotse. Ça, c'est Minatora. Mais Miderabanan, Rabbi Simon exige de mettre ce tefah non pas ici, mais de le mettre plus loin pour obtenir un résultat de 4 tefahim. Amar Rabbi Yehuda, Suka ha'asuya kemavoy keshera ve'oto tefah echan ma'amido lechol ruach she'irtse. Qu'est-ce que c'est que Suka Asuya Kemavoy? Si on, vu de haut, vous avez ici 2 parois parallèles et c'est ouvert des 2 côtés.
et il a mis du scar dessus. Est-ce qu'une souka pareille est cachère? Pour Rav Yehuda, elle pourrait être cachère à condition de rajouter un tefah ici, ou ici, ou ici, ou ici. C'est-à-dire, keneged ayotse, lechol ruach sheyirtse. N'importe quelle extrémité, il peut mettre ce tefah. Donc voilà le chidouche de Rav Yehuda. Je relis. Amar Rav Yehuda, souka ha'asuya kemavoy. Une souka qui ressemble à un mavoy. Donc voilà ici, ils ont fait un très beau dessin. Une souka qui ressemble à un mavoy, c'est-à-dire une impasse, mais pas une impasse sans issue, c'est une impasse qui est ouverte. Pas comme un mavoy qui est fermé de 3 côtés. Ici, c'est fermé que de 2 côtés, droite et gauche, et c'est ouvert au milieu. Comment peut-on cachériser une telle souka qui a une forme de mavoy? Eh bien, il suffit de mettre un tasseau de bois ici ou ici, comme on a dit, dans chacune des extrémités. Pas dans chacune. On peut choisir chacune des 4 extrémités. Rabbi Simon ve'etema Rabbi Yoshua ben Levi amar oselo pas arba'a umashehu uma'mido bepachot mishlosha samuch ladofen vechol pachot mishlosha samuch ladofen kelavud dami. Qu'est-ce que ça veut dire? Rabbi Simon propose, il nous dit, il nous impose de faire comme ça. Il dit, si la souka, elle ressemble à un mavoy, voilà comment il faut faire. On met, voyez-vous ce qu'il y a en jaune là, en blanc, ça, c'est des tasseaux, c'est une planche qui fait 4 tfahim de largeur. Un peu plus que 4 tfahim. Arba'a tefahim ou mashehu. Et entre la planche et l'extrémité de la paroi, on a moins de 3 tfahim. Alors, 4 tfahim, 1 et 2 tfahim, 9, en tout ça fait 7. C'est comme si on avait une méritza de 7 tfahim, ce qui est le minimum pour une souka. Donc on a combien de parois? 1, 2, et celle-là qui est en fait la continuité de la paroi d'ici qui fait un angle droit. La Gemara pose la question. Umaish nahatam deka amart sagi betefah sohek umaish nahacha deka amart baya pas arba. Question. Pourquoi est-ce que dans le cas où nous avons 2 mechitzot comme ça, angle droit, Rabbi Simon a dit qu'il est suffisant de mettre un tasseau qui fait un tefah ou mashehu avec le lavoud, ça faisait 4 fahim. Et ici, il dit tu prends une planche, tu dois prendre une planche qui fait 4 fahim et quelques. Avec le lavoud, ça fera en tout 7 fahim. Pourquoi? Ici, tu exiges une planche de 4 fahim et ici, tu te suffis d'un tasseau d'un seul tefah. Bien sûr, quand on dit tefah, c'est tefah ou mashehu, arba tfahim ou mashehu. Réponse. Hacha deleka hatam de ikashte defanot kilchatan sagile betefah sochek. Hacha deleka shte defanot iika pas arba in ilo lo. Il dit il y a une différence fondamentale. Dans ce cas, puisqu'on a des fanotes qui sont kehil khatan, qui sont en angle droit, alors là je peux me suffire en 3e paroi d'un tefah avec le lavoud, ça fait 4. Tandis que là, c'est souka ha'asuya kemavoy. Ce sont 2 parois parallèles, ce n'est pas fermé. Il n'y a aucun endroit qui est fermé, c'est tout ouvert. Pour pouvoir cachériser une telle souka, il faut obligatoirement fermer carrément 7 fahim. Comment tu vas le faire? Eh bien, tu prends une planche de 4 fahim et quelques, avec le lavoud, ça suffit pour former une mechitza de 7 fahim en angle droit. Ça veut dire angle droit dans le sens où, maintenant, on a ici un angle droit.
Amar Rava, ve'ena niteret ela betzurat hapetach. Ikade amre Amar Rava ve'niteret nami betzurat hapetach. Ikade amre Amar Rava utzricha nami tzurat hapetach. Maintenant, on va nous enseigner un hidouche extraordinaire de Rava qu'on n'a pas vu jusqu'à présent, mais il y a 3 versions. Qu'est-ce que Rava a dit? On a 3 versions différentes pour nous retransmettre les paroles de Rava. Selon une première version, Rava a dit Ve'ena niteret ela betzurat hapetach. On ne peut autoriser la souka avec le tefah en plus qu'à condition qu'il y ait tzurat hapetach. Qu'est-ce que c'est d'abord tzurat hapetach? Tzurat hapetach, c'est une forme d'entrée. Quand on prend 2 roseaux, l'un à droite, l'autre à gauche, et ensuite on met entre les deux, au-dessus des deux, on met un roseau horizontal sur les 2 roseaux verticaux, là on a une forme de petach, tzurat hapetach. Rava va nous dire que le fameux tefah, le tefah, c'est un beau jeu de mots, tefah, petah, seulement tefah c'est avec tête et petah c'est avec tav. Le tefah, dont la halakha les Moshe Misinaï nous a enseigné qu'il est suffisant de mettre en 3e mur un tefah, Rava nous dit que ce n'est pas aussi évident que cela. C'est pas juste un tasseau d'un tefah, tu le fixes là-bas et kasher. Non, non, pas du tout. Il dit que ce tefah, il faut le diviser en 2. Et donc, la moitié d'un tefah à droite, la moitié d'un tefah à gauche, et dessus tu mettras un roseau. Voici le schéma. Ici, vous avez d'abord 2 parois en angle droit. Voyez-vous, 2 parois en angle droit. Après, on a 2 côtés qui sont totalement ouverts. Eh bien, un des côtés, qu'est-ce qu'on fait? On lui met tzurat hapetach. Je prends le tasseau, je le coupe en 2, je le divise en 2 en longueur. Un demi-tefah ici, un demi-tefah ici, et dessus je mets un roseau. Voilà comment on peut cachériser la souka avec le tefah en question, selon la première version de Rava. Ika de amre, Amar Rava veniteret nami betzurat hapetach. Selon Rava, c'est pas ce qu'il a voulu dire. Rava voulait dire la chose suivante. Soit tu cachérises de cette manière, c'est-à-dire tefah sohek, comme avait dit Rabbi Simon, soit comme ça tu cachérises, le tefah tu le mets à moins de 3 tfachim de l'extrémité de la paroi, et c'est comme ça qu'on va avoir, comme si on avait 4 tfachim de fermé, 4 qui font la majorité de 7, première option. Deuxième option pour cachériser la souka, c'est de faire tzurat hapetach. Tzurat hapetach comme en bas, c'est-à-dire un roseau à droite, un roseau à gauche et un roseau horizontal dessus. Quelle est la différence entre ce cas et ce cas? La différence, c'est que dans ce cas-là, on a exigé que à droite et à gauche, il y ait un tasseau qui fasse un demi-tefah au moins. Alors que dans ce cas, on n'a rien exigé. C'est une tzurat hapetach classique dont les poteaux de droite et de gauche, ça peut être des baguettes très très fines qui font même pas un demi-tefah et avec une baguette horizontale dessus. C'est ça la différence. Donc, répétons, selon la première version, c'est comme ça, uniquement comme ça qu'on peut cachériser une souka. Il n'y a qu'une seule formule. Selon la deuxième version, il y a 2 options. Soit on cachérise la souka avec un tzurat hapetach, et un tzurat hapetach classique, c'est-à-dire roseau à droite, roseau à gauche et roseau dessus, mais sans exigence d'épaisseur, ou bien, comme on a dit, on met le tefah sohek ici, mais comme il y a moins de 3 tfahim, là ça nous fait la voûte.
C'est ou ceci ou cela. Comme ça dit Rashi, Veniteret nami betsurat apetach, mashma de tefach sheshaninu, hainu ke de Paris Rabbi Simon le'il, ose stima tefach etzel ayotze. Ve'ata Rava lemimar, deim asa tsurat apetach al pene kol adofen bishne kanim kol shehu, ve'kane al gabehem, kaele bimkom tefach, ou marchar le kavate. Des ohai marchar. C'est-à-dire on a deux formules possibles pour cachériser la souka. Voilà donc la deuxième version. Troisième version, Ika de Amre, certains disent, Amarava, que Rava a dit, Utsricha nami tsurata petah. Qu'est-ce que ça veut dire Utsricha nami tsurata petah? Il n'y a qu'une seule façon pour cachériser cette souka, qui n'a que 2 tfachim en angle droit, c'est qu'il faut associer, additionner les 2 formules. Premièrement, un tefach avec, regardez ça, voilà comment on a associé les 2 notions. Premièrement, comme Rabbi Simon a dit, c'est-à-dire que le tasso qui fait un tefach et plus, il est à moins de 3 tfachim de l'extrémité de la paroi, donc on applique le lavoud, ça nous ferme déjà 4 tfahim. Et ensuite, de l'autre côté, à gauche, on va faire tsurat apetah. Voyez-vous un roseau et un roseau dessus. Et donc ça fait que à droite, on a lavoud, à gauche, on a tsurat apetah. Et au milieu, on a le tasso qui fait un tefah et plus. Donc on a associé les 2 notions pour cachériser une souka qui n'avait que 2 parois en angle droit. Il faut fermer le 3e côté avec un tefah, mais pas n'importe comment. C'est un tefah sohek, c'est un tefah souriant. Et celui-là, tu le mets à proximité de l'extrémité de la paroi pour former un lavoud. Et donc ça te fait que tu as déjà couvert 4 tfahim. Et en plus de cela, tu vas faire un tsurat apetah de l'autre côté, de telle manière, c'est comme si tu avais totalement fermé cette paroi qui était ouverte. Grâce à ce tefah plus tsurat apetah, tu as tout fermé. Ça, c'est la version la plus stricte, la plus sévère, qui exige les 2. Et d'ailleurs, la halakha, elle est comme ça. La halakha, elle est que il faut les 2. D'ailleurs, la Gemara raconte une histoire. Rav Ashi, Ashkehel et Rav Kahana, de Ka'avid Tefah Sohek, de Ka'avid Tsurat Apetah. Rav Ashi a croisé Rav Kahana en train de construire sa souka, et le 3e côté qui était totalement ouvert, il lui a mis, comme on a dit, un Tefah Sohek à proximité du Dofen, et en plus il lui a mis une tsurat apetah. Il a fait les 2. Alors à Marley, Rav Ashi a dit à Rav Kahana, mais pourquoi tu fais ça? Lo savar la mort, les haderava de amarava beniteret nami betsurat apetah. Si déjà tu as fait ça, alors ça suffit, tu n'as pas besoin du tsurat apetah. C'est ou bien tu fais que du tsurat apetah comme ça, comme on avait vu, tu feras uniquement tsurat apetah, mais si tu as mis le tefah sohek à proximité avec le lavoud, là, alors tu n'as pas besoin de faire ça aussi. C'est ou ça ou ça. En fait, il lui a évoqué la 2e version de Rava. Qu'est-ce qu'il va lui répondre? A Marle Anna ke idach lishna de Rava sevirali de Amarava utsrichanami tsurat apetah. Il lui a dit, moi, je suis posek la halacha comme la 3e version de Rava, qui exige les 2 conditions, les 2 critères, et le lavoud d'un côté et tsurat apetah de l'autre. Et maintenant, la Gemara va développer ce sujet avec une extension sur Shabbat.
On sait que même pour Shabbat, il y a une notion de mechitzot, c'est-à-dire des parois. Par exemple, si on est dans le Reshut Harabim, qui est un espace ouvert, et on a un endroit qui est clôturé avec 4 parois. À l'intérieur de ces 4 parois, c'est Reshut HaYachid, c'est un domaine privé. Quelqu'un qui prendrait un objet du Reshut Harabim et il le lancerait là-dedans, il est chayav. C'est Achnasa mirshut Harabim lirshut HaYachid. Donc, un endroit qui est clôturé avec 4 parois, ça s'appelle Reshut HaYachid. S'il est clôturé avec 3 parois, c'est aussi Reshut HaYachid. S'il y a 3 parois, 1, 2, 3, comme un U, c'est aussi Reshut HaYachid. Maintenant, quel est le din si on n'a que 2 parois? Est-ce que c'est Reshut HaYachid? Non. Alors, on va étudier maintenant un chidouche extraordinaire de Rabba. C'est écrit Rava avec Aleph, mais le Bach dit qu'il faut lire Rabba avec He. Amar Rabba, Vechen le Shabbat, Migo de Havia Dofen, le Inyan Souka, Havia Dofen, le Inyan Shabbat. Rabba donne un chidouche phénoménal. Et il dit que le Shabbat de Sukkot, une souka qui est cachère en tant que souka, eh bien ça s'appelle une souka qui est fermée même pour Shabbat. Et ça s'appelle Reshut HaYachid. Bien que pour un Shabbat normal, ça ne s'appelle pas Reshut HaYachid, mais pour le Shabbat de Sukkot, ça s'appelle Reshut HaYachid. Pourquoi? Puisque la souka s'appelle clôturée, fermée, pour Sukkot, pour la souka, eh bien, elle s'appelle fermée pour Shabbat, pour dire que ça s'appelle Reshut HaYachid. Alors voici une très belle image pour illustrer la notion. Regardez cette maison. À l'intérieur de la maison, qu'est-ce qu'on a? Un Reshut HaYachid. À l'extérieur de la maison, on a quoi? Un Reshut Harabim. Le bonhomme a construit sa souka dans le Reshut Harabim. Regardez, qu'est-ce qu'il y a comme paroi dans cette souka? Il y a une paroi, voyez-vous, cette paroi. Où est la deuxième? C'est la façade de la maison, là où il y a la porte de la maison. Ça fait 2 parois. Où est maintenant la troisième paroi? Il n'y en a pas. Il a mis juste un tefah. Il a mis juste un tefah. Tefah. Ça fait combien donc de parois? 1, 2, 3. Avec un tefah, il a une souka. Est-ce que ça s'appelle Reshut HaYachid pour un Shabbat normal? Réponse non. Il aurait fallu 3 parois entières. Mais maintenant, la question se pose, qu'en est-il du Shabbat de Sukkot? Est-ce qu'on aurait le droit de faire sortir des objets de la maison vers la souka? La maison, c'est Reshut HaYachid. À l'extérieur, c'est Reshut Harabim. Mais dans la souka, c'est quoi cette souka? Elle est Reshut HaYachid ou pas? La réponse, pour le Shabbat de Sukkot, elle s'appelle Reshut HaYachid. Pour un Shabbat des Alma, ça veut dire un Shabbat classique du restant de l'année, ce n'est pas un Reshut HaYachid. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas 3 parois. Il n'y a que 2 parois et un tefah. Alors on nous dit que malgré tout, bien que pour le Shabbat de l'année, ce n'est pas un Reshut HaYachid, mais pour le Shabbat de Sukkot, ça s'appelle Reshut HaYachid. Comment ça se fait? Étant donné que le tefah, on le considère comme une paroi entière qui ferme totalement le troisième côté, comme si on avait 3 parois, eh bien si on a 3 parois, ça s'appelle Reshut HaYachid. C'est un chidouche extraordinaire de Rabba. Comment ça s'appelle? Migo. Puisque, je relis, Migo de Havia Dofen le Inyan Souka, Havia Dofen le Inyan Shabbat. Puisque ce tefah-là s'appelle un dofen, une paroi, un mur pour Sukkot, eh bien ça s'appelle un mur pour le Shabbat de Sukkot. Etive Abaye. Abaye va adresser une objection à Rabba
Il va lui dire, comment tu peux dire un tel hidouche, migo, mais de la braïta que je vais te lire, je vais te démontrer qu'il n'existe pas de notion de migo. On ne peut pas dire, puisque c'est considéré d'ofen pour Souka, c'est considéré d'ofen pour Shabbat. Comment il va le démontrer? Vehatania. Dans la braïta est un peu longue, on va voir la démonstration à la fin. Premier enseignement de la braïta. Dofen, Souka, Kedofen, Shabbat. Ou bilvad, shelo yehekane la havero, shelo shahat et fahim. Premier enseignement. Deuxième enseignement. Veyetera, Shabbat, al Souka, Shah Shabbat, ena niteret, ela be'omed, meroube ala parutz, machen ken besouka. Voilà donc les deux enseignements. Le premier enseignement, c'est quoi? Dofen Souka, Kedofen Shabbat, ou bilvad, sheloye ben kane la havero, shelo shahat et fahim. Regardez ici. Vous voyez comme une cage. En fait, c'est une souka qui a été construite avec des tasseaux de bois qui étaient superposés ou alignés. Soit superposés, donc c'est horizontal, les tasseaux ils sont horizontaux, soit vertical. Quand c'est debout, ça s'appelle chéti. Quand c'est horizontal, ça s'appelle erev. Comme dans le tissu, comment on tisse. On fait rentrer le erev à l'intérieur du chéti. Chéti, c'est la chaîne, et erev, c'est la trame. Alors maintenant, quelqu'un qui a construit une souka juste avec des tasseaux de bois qui étaient alignés, ou bien des tasseaux de bois qui étaient allongés à l'horizontale. Et il y a des intervalles, il y a des écarts entre chaque tasseau. Kasher ou pas kasher? Eh bien, c'est kasher pour Shabbat, c'est kasher pour Souka. C'est ce que nous dit la Mishnah. Dofen Souka, kedofen Shabbat. Ou bilvad, évidemment, à condition, chez loyehe ben kane la haverosh loshat fahim. Il ne faut pas qu'il y ait d'intervalle entre les tasseaux de 3 tfahim ou plus. Il faut qu'il y ait obligatoirement moins de 3 tfahim, c'est-à-dire 2 tfahim,9. Comme ça, on a le lavoud. On applique le lavoud, c'est comme si c'était tout fermé. Deuxième enseignement. Veyetera Shabbat al Souka, mais il y a une halacha à propos de Shabbat qui est supérieure à Souka. Ça veut dire une humra qu'on retrouve dans Shabbat qu'on ne retrouve pas dans Souka. Shea Shabbat ena niteret ela be'omed meroube ala parutz ma she'en ken besouka. Regardez ici. Vous avez un Reshut Arabim. Là, c'est Reshut Arabim. Mais le Reshut Arabim, ici, vous avez dans la partie verte une clôture. Cette clôture, ce sont ces petits murets. Ces murets-là vont clôturer l'espace vert pour le transformer en Reshut Yahid. Pour que cette clôture soit valable, il faut que les ouvertures entre les murets ne soient pas supérieures à la clôture. Il ne faut pas qu'il y ait plus d'ouverture que de clôture. Si j'additionne tous les murets, et ça me donne une certaine mesure, après j'additionne toutes les ouvertures, ça me donne une mesure, eh bien il faut que le paroutz, il faut que le omed soit meroubé à la paroutz. Ce qui est plein soit supérieur à ce qui est vide. C'est là que je considère que la mechitza, elle est valable pour Shabbat. Omed, meroubé à la paroutz. Mais quel est le din si c'était paroutz meroubé à la omed? Il y avait plus d'ouverture que de clôture. Dans ce cas-là, ce n'est pas valable pour Shabbat. Ça ne peut pas transformer l'espace vert en Reshut Yahid. Qu'en est-il pour la souka? Maintenant, regardez la souka, comment elle est ouverte. On a paroutz meroubé à la omed. Regardez, cette souka-là. Premièrement, il lui manque les 2 parois. Il y a juste à peine un petit tasseau qui fait un tefah. C'est le fameux tefah en 3e paroi. Alors, regardez.
une paroi, deux parois et le tefah. Mais vous avez remarqué qu'au milieu de cette paroi, il y a une ouverture. Également, au milieu de cette paroi, il y a une ouverture. Est-ce que ça disqualifie la souka? Non. Pourquoi? Car une souka a le droit d'avoir des ouvertures, c'est-à-dire des entrées. Je peux avoir une entrée ici, je rentre de ce côté. Je peux avoir une entrée là-bas, je rentre de ce côté. Même dans les deux parois qui sont censées être entières, on a le droit d'avoir des portes, on a le droit d'avoir des ouvertures, des entrées. Alors maintenant, regardez, est-ce qu'on a plus de vide ou plus de plein? Évidemment qu'on a plus de vide, parce que déjà ici, c'est tout vide. Il y a à peine un tefah. Là, il y a un vide. Là, il y a un vide. Si j'additionne tout ce qui est vide, c'est supérieur à ce qui est plein. Et tout de même, la souka est cachère. Donc tu vois que le din de Shabbat est plus hamour. Le din de Shabbat est plus hamour que le din de souka. Car pour Shabbat, il faut qu'il y ait plus de clôture que d'ouverture, alors que pour la souka, on peut avoir plus d'ouverture que de clôture. Donc, Yetera Shabbat al souka. Shabbat a un din supérieur qui est plus hamour que Sukkot. La Gemara, après qu'elle ait cité cette braïta, voici la déduction qu'elle fait, que fait Abaye. Maïlav Yetera Shabbat de souka, asuka, velo amrin ad migo. A priori, même pendant le Shabbat de Sukkot, imaginons que c'est Shabbat de Sukkot. Quel est le din ici? C'est Reshut HaYachid ou pas? D'après la règle de Omed Merouber la Parutz, je dirais que ici, ce n'est pas Reshut HaYachid. Mais qu'en est-il de Shabbat de Sukkot? Abaye a compris de cette baraïta que cet endroit n'est pas considéré Reshut HaYachid même pendant le Shabbat de Sukkot. Et il a compris que c'est ça Yetera Shabbat al Souka, c'est que cet endroit-là, il s'appelle Souka, mais il ne s'appelle pas Reshut HaYachid, car Yetera Shabbat al Souka. La Humra de Shabbat par rapport à Sukkot, c'est que pour Souka, ça s'appelle Souka, et pour Shabbat, ça ne s'appelle pas clôturé, car tu as plus d'ouverture que de clôture. Tu vois que ça s'applique même au Shabbat de Sukkot, et on ne dit pas Migo. On n'applique pas la règle de Migo, puisque c'est considéré fermé pour la Souka, alors c'est considéré fermé pour Shabbat. On ne dit pas Migo. Qu'est-ce que lui a répondu Rabat? Il lui a dit c'est faux. Lo, Yetera Shabbat de Alma al Shabbat de Souka. Quand on a dit que Yetera Shabbat al Souka, et on a dit que pour la Souka, oui, c'est considéré comme fermé, mais pour Shabbat, c'est pas considéré comme fermé. On parle de Shabbat de Alma, le Shabbat de toute l'année. Dans cette braïta, on ne parle pas de Shabbat de Sukkot. Car Shabbat de Sukkot, en effet, c'est considéré Reshut HaYachid, étant donné que c'est considéré une souka fermée. Migo de Havia Dofen le Inyan Souka, Havia Dofen le Inyan Shabbat. Encore une question, encore une objection de Abaye. Il lui dit, je ne suis pas d'accord avec ta réponse. Ihachi litne nami yetera souka de alma, asuka de Shabbat, de ilu souka de alma, ba'yatefah sohek, ve ilu souka de Shabbat, lo ba'yatefah sohek, ve sagge belehi, de ha'at ou de amart, siker al gabe mavoy, sheesh lo lehi kacher. En fait, ça, ce n'est pas une réfutation de la réponse précédente, c'est une nouvelle question. Abaye dit à Rabba, selon ton principe, tu as dit qu'on applique la règle de Migo, puisque c'est considéré une mechitza pour la souka, c'est considéré une mechitza pour Shabbat. Si c'est comme ça, donc même la réciproque devrait exister, c'est-à-dire ce qui est considéré mechitza pour Shabbat devrait être considéré mechitza pour souka. Et donc, pendant le Shabbat de Sukkot, on devrait cachériser même une souka qui n'était pas cachère pendant la fête de Sukkot,
Mais le Shabbat de Sukkot, elle devrait être cachère. De quoi parle-t-il? Regardez de quoi il parle. Il parle de Souka Asuya Kemavoy. On a déjà vu ça. Souka Asuya Kemavoy. On avait dit que Souka Asuya Kemavoy, pour la cachériser, il faut un tefah, soit ici, soit là, soit là. D'accord. Mais il faut absolument que ce soit un tefah. Quel est le din si c'était moins qu'un tefah, plus étroit? Si c'était juste une baguette, ce qu'on appelle un lehi, est-ce que ce serait caché en tant que souka? Non. Il faut obligatoirement, d'après Rav Yehuda, qu'il y ait ici un tefah. Nachon? Question. Pourquoi on a besoin d'un tefah pour le Shabbat de Sukkot? On devrait cachériser même si le lehi était plus étroit qu'un tefah, plus petit qu'un tefah. On n'a pas besoin que ce soit la largeur du poing. Pourquoi? Étant donné que, en tant que Reshut HaYahid, d'après Rabba, dans Masechet Eruvin, Rabba lui-même, dans Masechet Eruvin, Daf Yudbet, lui-même a dit que lehi mishum mechitza. Quand on a un mavoy avec deux parois parallèles, est-ce que ça peut être transformé en Reshut HaYahid avec juste un lehi d'un côté? C'est considéré comme fermé, car Rabba pense que lehi c'est mishum mechitza, lo mishum heker. Le din du lehi, c'est pas par rapport à un signe distinctif à l'entrée du mavoy. Pour lui, le lehi, c'est considéré comme une mechitza, comme si on avait fermé complètement on a fermé au niveau de ce lehi qui fait 10 tfachim de hauteur, comme si c'était fermé. Alors si c'est fermé, donc on a 3 mechitzot, une à droite, une à gauche, et ici une au milieu. Alors c'est considéré Reshut HaYahid, puisque ça a 3 parois. Et de ce fait, si c'est considéré comme fermé les Inyan Shabbat, toi-même Rabba, tu as dit que Migo de Havia Dofen les Inyan Souka Havia Dofen les Inyan Shabbat. Là, tu devrais dire également la réciproque. Migo de Havia Dofen les Inyan Shabbat Havia Dofen les Inyan Souka. Et par conséquent, pendant Shabbat de Sukkot, si on met du skach ici, ça devrait être kasher, même si le lehi n'avait pas une largeur d'un tefah. Or, pourquoi tu as dit qu'il faut que le lehi ait une largeur de tefah? Pourquoi tu as exigé que ce soit comme ça? Tu ne devrais pas exiger cela. Plutôt, si c'était vrai ce que tu as dit, alors la Braïta aurait dû dire, voilà, Shabbat de Sukkot, on n'a pas besoin que le tasseau soit un tefah, même s'il était une baguette très étroite, ça suffirait, puisque c'est un lehi. Je répète dans les mots. Ihachi, si c'est vrai ce que tu dis, qu'on applique la règle de Migo, litne nami, la Braïta aurait dû enseigner également la réciproque, c'est-à-dire Yetera Souka de Alma, Asuka de Shabbat, qu'il y a une humra, une exigence dans Souka, les 6 jours de Sukkot, par rapport au 7e jour qui est Shabbat. Parce que dans une fête de Sukkot, on a obligatoirement un jour de Shabbat. Alors tu devrais dire que les autres jours qui ne sont pas Shabbat, on est plus sévère que le Shabbat de Sukkot. Comment? Des ilu Souka de Alma Bayat et Farsohek. Pendant les 6 jours de Sukkot qui ne sont pas Shabbat, on exige un tasso qui fait au moins un tefah sohek. Comme on avait dit avec Rabbi Simon, tu mets un tefah sohek avec la voûte qui fait moins de 3 tefachim. Ve'ilu Souka de Shabbat, lo bayat tefah sohek vesage belehi. Alors que pour Shabbat de Sukkot, on n'exigerait pas dans cette souka un tefah sohek. Il suffit d'avoir juste un lehi, puisque c'est considéré comme fermé d'après toi. De'at ou de'amart, si kechal gabe mavoy sheesh lo lehi, kasher. Toi-même, tu as dit que si on a Shabbat, on a mis un skar sur un mavoy pareil, sur une souka asuya ke mavoy, avec un lehi, ce serait kasher pour le Shabbat de Sukkot. Alors pourquoi la Braïta ne l'a pas dit?
Réponse, Rabba répond comme ça. Il dit, si déjà on se permet d'utiliser des mechitzot de Souka, Souka c'est beaucoup moins grave que Shabbat, et malgré tout, étant donné que c'est considéré une mechitza pour la Souka, c'est considéré une mechitza même pour le Shabbat, pour constituer un Reshut HaYachid. Et pourtant, Shabbat, c'est un domaine grave. Alors, à plus forte raison, lorsque la mechitza, elle est considérée mechitza pour le Shabbat, qui est un sujet grave, à plus forte raison que c'est considéré comme mechitza pour la Souka. Et donc, le lehi, s'il peut servir de mechitza pour le mavoy, pour Shabbat, à plus forte raison qu'il pourra servir pour le Shabbat de Sukkot à cachériser la Souka, ne serait-ce qu'avec un petit lehi. Et ça, la Braïta n'avait pas besoin de le dire, car il va de soi, il va sans dire, inutile de le dire. C'est un Kalva Homer. Et maintenant, la Gemara rebondit là-dessus. Goufa, sikech al gabe mavoy, sheshlo lehi keshera. On dit toujours Goufa quand on reprend un sujet qu'on a déjà vu. C'est le din qu'on vient de voir au nom de Rabba qui disait que si on a mis du skar sur deux mechitzot parallèles qui ressemblent à un mavoy et on avait un lehi pour le Shabbat, avant Shabbat on avait mis juste un lehi, bien qu'il n'y avait pas un tefrach entier, juste un lehi, une petite baguette, c'est kasher, comme on a dit, migo d'aviadofen les Shabbat, aviadofen les Sukkot, les Shabbat des Sukkot. Alors maintenant, la Gemara dit encore un chidouche, toujours du même Rav. Ve'amar Rabba, sikech al gabe passé biraot keshera. Qu'est-ce que c'est que passer biraot? C'est quelque chose qu'on a déjà vu plusieurs fois. Lorsque les pèlerins montaient à Yerushalayim pendant les 3 fêtes de pèlerinage, ils devaient prendre avec eux des troupeaux et on avait un gros problème pour abreuver les bêtes. Comment tu vas faire pour puiser de l'eau du puits qui est dans la rue? Le puits, lui, qu'est-ce qu'il est? Il est Reshut HaYachid puisqu'il a une profondeur de 10 tfachim et une largeur au moins de 4 tfachim. Et la bête, elle se trouve où? Dans le Reshut HaRabim. Alors on n'a pas le droit, Shabbat, de puiser de l'eau du Reshut HaYachid au Reshut HaRabim. Qu'est-ce qu'on faisait? On allait fabriquer un Reshut HaRabim, un Reshut HaYachid avant Shabbat. Comment on allait constituer ce Reshut HaYachid? On allait prendre des parois, on prenait des planches, une ama, pareil ici, 4 angles droits. Et on a le puits ici, et automatiquement, avec ces 4 diumdin, ça peut s'appeler passer biraot, des planches du BR, ou bien ça s'appelle diumdin, 2 amudim, 2 planches. Donc 4 diumdin, et ça permettait de créer un environnement qui est Reshut HaYachid. Comme ça, on pouvait prendre de l'eau du puits et le poser le seau ici pour abreuver la bête. Maintenant, question. Quel est le din par rapport à la souka? Si j'ai mis par exemple un skar, j'avais un endroit comme celui-ci, donc c'est vu de haut, n'est-ce pas? Vous voyez de haut, mais chacune de ces planches, elle fait au moins 10 tfachim de hauteur. Et on a mis du skar dessus. On a mis du skar sur ces diumdin. Est-ce qu'on peut manger ici pendant Shabbat de Sukkot? Déjà, d'abord, est-ce qu'on peut manger pendant un Sukkot ici? Réponse non. Pendant Shabbat de Sukkot, Rabba dit oui. Pourquoi? Migo. Migo de aviadofen les Shabbat, aviadofen les Sukkot. Puisque c'est considéré comme un Reshut HaYachid, tout ça c'est considéré comme fermé, comme clôturé, comme si on avait 4 parois fermées, les Inyan Shabbat, pour considérer Reshut HaYachid, alors c'est considéré comme fermé pour Sukkot, pour la Souka. Alors, uniquement pendant le Shabbat de Sukkot, je pourrais manger dedans, dans cette Souka, si on a mis du skar ici. Alors on a compris que Rabba applique le migo à plusieurs cas. Quel cas? Reprenons les 3 cas. Souka, Suyak et Mavoy, et on a juste un lehi. Est-ce que c'est kasher pour le Shabbat de Sukkot? Réponse oui.
J'ai dépassé Biraot. Est-ce que c'est cachère pour Sukkot pendant toute la fête? Non. Pour le Shabbat de Sukkot, oui. Également, ici. Est-ce que c'est une Soukha Kshera? Bien sûr. On a 2 parois avec le Tefah. Très bien. Maintenant, est-ce qu'on peut porter ici pendant Shabbat? C'est Reshut HaYachid, faire sortir des objets de la maison. Alors on nous dit que un Shabbat classique de l'année, non. Mais le Shabbat de Sukkot, oui. Pourquoi? Migo de Aviadofen, la Soukha, Aviadofen, les Shabbats. Alors maintenant, la Gemara s'étonne. Pourquoi Rabba avait besoin de se répéter 3 fois? Finalement, il nous a enseigné le même principe. C'est qu'on dit Migo, puisque c'est considéré Dofen pour ceci, alors c'est considéré Dofen pour cela. Mais pourquoi il a donné 3 exemples? Utsricha, c'était nécessaire. De iash moinan mavoy, mishum de ikash tetfanot ma'aliyata, abal gabe passe biraot, de l'ekash tetfanot ma'aliyata, imalo. On ne pouvait pas déduire le din de mavoy du din de passer biraot. C'est-à-dire, si on nous avait enseigné que ça, c'est-à-dire une soukha kemavoy, ça lui suffit un petit lehi, qui est plus étroit qu'un tefah. Si nous avait enseigné que cette halakha en disant migo de aviedofen les shabbat, aviedofen les soukha, j'aurais dit, tu veux savoir pourquoi ça marche? Parce qu'il y a au moins 2 mehitzot qui font plus de 7 fahim. Ici, c'est plus de 7 fahim. Par contre, là, j'aurais dit, ça ne marche pas pour la soukha. Car chacune des parois, elle ne fait qu'une amma. Une amma, ça fait 6 fahim. 6 fois la largeur du poing. Alors que là, j'ai 2 parois qui font 7 fahim. Alors, c'est pour cela, j'aurais pu croire que c'est pour cela que c'est cachère. Là, j'applique le migo, parce qu'on a une base. Il y a au moins 2 parois entières. Mais là, il n'y en a même pas une. Aucune paroi ne fait 7 fahim. J'aurais pu croire qu'on n'applique pas le migo. C'est pour ça qu'il nous a enseigné migo. Et si nous avait enseigné migo uniquement dans ce cas, je n'aurais pas pu déduire que là aussi, on applique le migo. Pourquoi? Ve'iash mo'inan passé biraot. Si nous avait enseigné le din de migo que dans passé biraot, j'aurais dit mishum di kashem arba defanot, parce qu'il y a au moins 4 defanot. Ici c'est fermé, ici c'est fermé, là aussi, il y a 4 endroits fermés. C'est pour cela que ça marche. Mais ici, on n'a pas 4 côtés fermés. Alors j'aurais pu croire que là on n'applique pas le migo. C'est pour ça qu'il avait besoin de se répéter. Veyash moinan passé biraot mishum deika shem arba defanot. Aval sikech al gabe mavoy deika shem arba defanot imalo. Très bien. Veyash moinan anetarte. Et si nous avait enseigné le din de migo dans ces 2 cas et pas dans le din de la maison, j'aurais pu croire. J'aurais dit hanetarte mehamirta lekilta aval mekilta lehamirta imalo sricha. J'aurais dit davka quand tu vas du hamour au kal, d'accord, mais du kal au hamour peut-être pas. C'est-à-dire le migo de Shabbat, quand tu dis que c'est considéré comme une paroi pour Shabbat, qui est un domaine grave, à plus forte raison que c'est considéré une mechitza pour la soukha, qui est un domaine léger. Parce que Shabbat, c'est hayav karet, et soukha, c'est juste une mitzvah assez. Mais l'inverse, j'aurais pu croire que la réciproque n'existe pas. Je ne me serais pas permis de dire que pendant le Shabbat de Sukkot, j'ai le droit de faire sortir des objets de la maison ici. Parce que là, c'est considéré Reshut HaYachid. Comment tu l'as rendu Reshut HaYachid? Il n'y a que 2 parois avec un tefah. Ah, migo. Migo, que ça s'appelle fermé pour Sukkot, alors ça s'appelle fermé pour Shabbat. Ça, je ne me serais pas permis de le dire de moi-même par comparaison, parce que mina hamour, la kal, ok, qui peut le plus, peut le moins, mais mina kal hamour, mais de Sukkot, dire que comme c'est une mechitza pour Soukha, alors c'est une mechitza pour Shabbat, jamais je me serais permis de dire une chose pareille. Voilà pourquoi il avait besoin de se répéter. Tzricha. Et maintenant, on va passer à autre chose. On a appris à la fin de la Mishnah
Veshehamata meruba mitzilata pesula. Un skar où il y a plus de soleil que d'ombre, eh bien dans ce cas-là, la souka n'est pas cachère. Nous, on a expliqué que c'est uniquement au niveau du srach. Mais on va voir maintenant un hidouche. C'est Rabbi Yoshia qui enseigne que le din de l'ombre, c'est un din qui est relatif pas uniquement au srach, mais même par rapport aux parois. Si les parois sont ouvertes, par exemple, j'ai fait des parois que des tasseaux avec un lavoud, mais il y a du soleil qui rentre, la souka n'est pas cachère. On ne peut pas faire, par exemple, une souka qui est avec des tasseaux, même s'ils sont proches, mais s'il y a trop de soleil, pas bon. Tanoura banan, hamata mehamad sikour, velo mehamad defanot. Rabbi Yoshia Omer, af mehamad defanot. Donc on voit dans cette braïta une mahloquette claire entre Hachamim et Rabbi Yoshia. Hachamim disent que le problème de l'ombre et du soleil, c'est uniquement par rapport au srach. Mais si le skar il est parfait, il fait plus d'ombre que de soleil, et il y a juste les parois qui sont entrouvertes, et de ce fait il y a du soleil qui rentre, ça ce n'est pas un problème. Mais Rabbi Yoshia dit que de la même façon qu'il faut de l'ombre du skar, il faut l'ombre des parois également. D'où Rabbi Yoshia il a déduit cela. Amar Rav Yemar bar Shelamia Mishmede Abaye. Rav Yemar bar Shelamia nous enseigne la raison de Rabbi Yoshia au nom de Abaye. Maïtama de Rabbi Yoshia. Abaye dit quelle est la raison de Rabbi Yoshia? Dirti vesakota ala Aaron et aparochet. Parochet mechitza vekakaria rahamana sracha alma mechitza kisrach ba'inan. À propos de l'arche sainte qui était dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints, il est dit que la parochet, c'est le rideau qui séparait le Kodesh HaKodashim du Kodesh. Entre le Hechal où il y avait la Menorah, le Shulchan, le Mizbeach HaZahav, et le Kodesh HaKodashim où il y avait l'Arche Sainte, qu'est-ce qui séparait entre eux? C'était une tenture, c'était la parochet, un rideau. Cette parochet-là, la Torah dit que quand on va l'étendre dans le Mishkan, eh bien, la Torah employait le verbe vesakota. Elle employait le verbe vesakota al Aaron et à parochet. Tu vas mettre comme skar par rapport au Aaron la parochet. Quel skar? Mais c'est pas une couverture au-dessus, c'est vertical, c'est pas horizontal. Pourquoi on a dit que c'est un skar? Et la Vaddaï nous dit Rabbi Yoshia alma mechitza kisrach ba'inan. Ça veut dire que la mechitza, elle doit répondre aux mêmes critères que le srach. Comme le srach, il doit faire de l'ombre, ainsi la mechitza doit faire de l'ombre comme le srach. Verabanan, ahu de nikuf beporta de mechze kiskar. Hachamim te disent que non. La Torah, pourquoi elle a employé le verbe vesakota? C'est pas parce qu'elle considère que même ce qui est vertical, ça s'appelle skar. Pas du tout. C'est juste parce que la parochet, elle était un peu courbée. Nikuf baporta. Il fallait courber un peu du rideau, la tenture, vers le Kodesh HaKodashim. Et étant donné qu'il y avait une partie de la parochet qui était horizontale, c'est la raison pour laquelle ça s'appelle skar. Mais sa kota à la Aaron et à parochet. Amar Abaye. Maintenant qu'on a cité Rabbi Yoshia, qui considère que les défanotes aussi doivent produire de l'ombre comme le srach, Abaye, comme dans tout le chasse, il aime mettre au diapason tous les Tanaïm qui ont le même esprit, qui ont un point commun. Abaye a trouvé 8 Tanaïm différents, dont chacun a enseigné une autre halakha qui n'a rien à voir avec l'autre, et malgré tout, ils ont un point commun. Et là, par exemple, c'est quel point commun qu'il a trouvé entre les 8 Tanaïm? C'est la notion de dirat keva. Généralement, les Hachamim considèrent que la souka, c'est une dirat haray, une demeure provisoire. Mais on avait vu, par exemple, Rabbi Yehuda disait qu'une souka qui est plus haute que 20 coudées, elle est cachère. Hachamim disent elle n'est pas cachère. Pourquoi Hachamim disait pas cachère? Rava avait dit parce que pour Hachamim, la souka doit être soukat haray. Elle doit être légère, fragile. Si tu la construis trop haute,
tu seras obligé de la consolider. Donc une souka solide, c'est une souka de keva, c'est pas haraï. Mais Rabbi Yehuda qui a dit que même quand elle est plus haute que 20 coudées, elle est cachère, sous-entendu que souka dirat keva ba'inan. On va voir par exemple parmi les 8, Abaye va citer Rabbi Yehuda comme étant celui qui pense qu'une souka doit être keva, contrairement à Chachamim qui disent qu'une souka doit être haraï. Alors on va voir des Tanaïm, même si ils ne pensent pas vraiment pareil. Je vais vous donner un exemple. Rabbeinu Akadosh, Rabbi, il pense que une souka elle doit être de Arba Amot à l'Arba Amot. 4 coudées par 4 coudées. Hachamim disent pas du tout. Beaucoup moins que ça. Rocho, Rubo, Veshulchano. Qui est-ce qui pense que la souka elle doit être Keva? Rabbi, puisqu'il exige 4 coudées par 4 coudées comme une vraie maison, comme une vraie pièce. Donc lui pense que la souka doit être Keva. Après on a une autre marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel. Bet Hillel disent il est suffisant que la souka soit petite, juste de quoi introduire le corps. Rocho Berubo, ça fait 6 tfachim par 6 tfachim. Et Bet Shammai disent non, il faut faire entrer aussi la table. Donc il faut 7 tfachim par 7 tfachim. Un tefar de plus. Qui est plus haraï que l'autre? Bet Hillel, pour eux, la souka elle est encore plus haraï que Bet Shammai. Bet Shammai c'est keva, il faut faire entrer le shulchan. Donc ils exigent 7 tfachim. Bet Shammai par rapport à Bet Hillel, eux ils pensent que c'est keva. Alors que Bet Hillel c'est haraï. Mais Bet Shammai par rapport à Rabbi, Rabbi il est encore plus keva que Bet Shammai. Et pourtant Abaye va citer les deux. Il va citer Rabbi qui exige Arba Amot et il va citer Bet Shammai qui exige 7 fahim, bien que Rabbi a une surface, il exige une surface beaucoup plus grande que celle de Bet Shammai, malgré tout, il va considérer que les deux exigent Dirat Keva, mais chacun à son niveau. Tout est relatif. Alors on va commencer. Amar Abaye. Abaye va nous dire Rabbi, ve Rabbi Yoshia, ve Rabbi Yehuda, ve Rabbi Shimon, ve Rabban Gamliel, ou Bet Shammai, ve Rabbi Eliezer, Va'acherim, kulehu sviralehu, souka dirat keva ba'inan. Ils pensent tous que la souka doit avoir un caractère de keva, de demeure fixe. Ces 8 anaïm pensent que la souka a un caractère de dirat keva. On va commencer. Rabbi de Tanya. Rabbi Omer, kol souka shen barba amot al arba amot psula. Rabbi clairement va dire qu'une souka, si elle n'a pas une surface minimale de 4 par 4 coudées, elle n'est pas cachère. Sous-entendu que pour lui, une souka doit être aussi grande qu'une pièce qui est dirat keva. Voilà le premier. Rabbi Oshia, Hade Amran. Rabbi Oshia, c'est ce qu'on vient de voir. Il exigeait de l'ombre, pas seulement au niveau du srach, mais même au niveau des murs. Sous-entendu que les murs ne peuvent pas être pleins d'orifices. Il faut qu'ils soient fermés, colmatés, comme une maison, comme une demeure fixe. Rabbi Yehuda dit Nan. Rabbi Yehuda, comme on a vu dans notre Mishnah au début de la Masechet Souka. Souka, Sheigevoa Lemala Mesrimama, Pesula. Rabbi Yehuda Marchir. On a vu que Rabbi Yehuda considère que même si la hauteur dépasse les 20 coudées, la souka est cachère. Alors que Hakamim ont dit que non, il faut qu'elle soit basse. Parce que si tu vas la construire haute, tu vas devoir la consolider. Dirat Keva. Et ce n'est pas cachère, il faut qu'elle soit haraï. Mais Rabbi Yehuda qui a dit que c'est cachère, même quand elle est très haute, pourquoi? Parce que lui dit, souka, au contraire, il faut qu'elle soit une demeure fixe. Keva. Également Rabbi Shimon. Rabbi Shimon de Tanya, Shtaim kilchatan ou shlishit afilu tefah. Rabbi Shimon Omer, Shalosh kilchatan ou rvi'it afilu tefah. On s'en souvient encore, la mahloket entre Rabbi Shimon et Chachamim. Quel est le nombre minimal de parois? Eh bien, d'après Chachamim, 2 parois suffisent avec un tefah. Shlishit afilu tefah. Rabbi Shimon disait non, il faut 3 parois entières plus un tefah. Pourquoi il dit ça? Parce que pour Rabbi Shimon, souka dirat keva ba'inan.
la souka, elle doit être comme une maison. Une maison, il n'y a pas que 2 parois et un tefah. Il y a au moins 3 parois et ensuite l'entrée. Bet Shammai dit Nan, Mi shaya rosho berubo basuka, veshulchano betoch habayit, Bet Shammai poslin, ou Bet Hillel marchirin. On a vu que pour Bet Hillel, il est suffisant d'avoir une souka petite de 6 tfachim. Il n'y a même pas de shulchan à l'intérieur. Et c'est kasher. Alors que pour Bet Shammai, il faut que la souka soit plus grande. Il faut faire entrer le shulchan dans la souka. Pourquoi? Parce que tu dois vivre dans la souka comme à la maison. Souka dirat keva ba'inan. Encore, Rabbi Eliezer dit nan. Aose soukato kemin tzrif. O shesemacha la kotel. Rabbi Eliezer posel. Les fichen la gag. La hachamim marchirim. Quel est le din si on a une souka qui ressemble à un tzrif? Qu'est-ce que ça veut dire? On aurait dit comme les toits triangulaires. Voici le cas de souka kemin tzrif. On aurait dit comme un toit, une forme de toit triangulaire. Ça, c'est pas keva. Ça, on aurait dit une tente qui est araï. C'est pour ça que Rabbi Eliezer possède les fichen la gag. Il dit il n'y a pas de toit. Une maison, elle doit avoir un toit. Comme ici, c'est triangulaire. Ce n'est pas un toit keva. Donc on voit que Rabbi Eliezer, il exige dirat keva. Alors que Hachamim, on dit que c'est kasher, même si c'est comme ça. Enfin, 8e Tana, c'est Ahirim. Ahirim, c'est Rabbi Meir. Detania, Ahirim omrim, Souka asuya keshovar, pesula. Les filles she'en la zaviot. Rabbi Meir dit que une souka qui est de forme circulaire n'est pas cachère. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas de coin. Une souka comme ça, pourquoi elle n'est pas cachère? Parce que pour Rabbi Meir, il faut qu'une souka ressemble à une maison. On a déjà vu une maison qui est ronde? Non, parce qu'on perd des places. De ce fait, si la souka est circulaire, elle ne ressemble pas à une maison. Donc elle est araï. Nous, on a besoin qu'elle ressemble à une maison. Keva. Donc c'est une preuve que Rabbi Meir aussi pense que souka dirat keva ba'inan.